il dit quelque chose d'assez fort. Est-ce que le président du Conseil sera obligé de passer devant le suffrage universel? C'est l'une des plus grandes craintes aujourd'hui. Et vous l'avez évoqué dans vos propos en disant que le président, enfin c'est le président Faure Gnassingbé qui se présente aujourd'hui pour être le président du Conseil. Est-ce qu'aujourd'hui il sera soustrait, dispensé d'élections? D'après les informations que nous avons, lorsqu'on regarde cette constitution, effectivement, il ne passera plus devant le peuple. C'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière président à vie. Bonsoir à tous. Quel bilan tiré des dernières élections sénatoriales au Togo? Vers quoi se tourne le pays désormais? Pour en parler, je reçois le docteur Ben Luther Touré, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlyle. Vous nous serez très précieux ce soir parce qu'on parlera beaucoup de questions constitutionnelles avec ces élections sénatoriales qui font entrer le pays de bien plein dans la 5e République. Ibrahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir. Bonsoir Carlyle. Frédéric Tchoungui, analyste politique. Pas encore analyse du discours. Bonsoir. On fait un peu d'analyse du discours quand même. Tout à fait. Très bien, messieurs. Vous avez suivi un peu les élections sénatoriales au Togo. Le parti présidentiel a raflé la mise. Est-ce que c'était, franchement, c'était une formalité? Oui, je pense qu'en réalité, c'était une formalité parce que rappelons déjà que c'est un mode de scrutin indirect. C'est-à-dire que ce sont les conseils régionaux et municipaux qui votent. Et première élection sénatoriale aussi. Première élection sénatoriale. Et quand on sait que la majorité de ces conseillers sont issus du parti au pouvoir, donc les partis unir, donc il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, si ce n'est qu'une victoire écrasante du parti au pouvoir. Parce que rappelons, il y a sur les 61 sénateurs, 2 tiers sont élus. Donc sur les 2 tiers, le parti au pouvoir a remporté 34 sur 41. Donc c'est une majorité écrasante. Donc je pense que oui, il fallait plutôt s'attendre à cela. Et surtout quand on sait que les partis politiques d'opposition qui ont une certaine envergure ont boycotté les élections, c'est-à-dire la dynamique pour la majorité du peuple dirigée par Brigitte Kafoué Djamabo Johnson et aussi de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Donc compte tenu de ces boycotts-là et aussi de l'assise, en fait, de l'implantation du parti au pouvoir, je pense qu'il faut aller s'attendre à cela. On reviendra sur ce boycott, c'est très intéressant ce que vous dites. Frédéric Tchoungui, par exemple, vous n'avez pas été surpris par ces résultats? Non, moi je suis toujours surpris par la capacité qu'ont nos chefs d'État à réussir à conserver leur pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a eu toute une mise en place constitutionnelle pour permettre au président Faure Gnassingbé, parce que rappelons-le, il est président depuis 2005. Logiquement, en 2025, il ne pouvait plus briguer un nouveau mandat. Maintenant, on met en place tout un nouveau jeu constitutionnel pour lui permettre, même si constitutionnellement, on voit qu'il perd du pouvoir présidentiel, mais on voit effectivement qu'il y a toute une malversation pour pouvoir gagner. Les sénatoriales, pour vous aussi, il y avait rien de nouveau sous le soleil? Rien du tout, rien du tout. Docteur, pareil aussi. Le même constat, je crois que tout était déjà tracé, rien que par la mise en place déjà d'une nouvelle constitution qui consacre un régime parlementaire. Et oui, on est parti dans une... C'était une évidence. Oui, c'est une évidence. Voilà. Brahima parlait tout à l'heure de scrutin qui a été boycotté par certains grands partis de l'opposition. Je vous demander, messieurs, c'était le bon choix d'opérer cette stratégie, sachant que je reprends les propos d'une opposante qui disait « Moi, je préfère mieux siéger pour dire aux citoyens ce qui se passe à l'intérieur ». Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie de boycotter les élections? Rappelons qu'il y a quand même un parti d'opposition qui est parti aux élections. Si, je n'ai pas dit le contraire. Il y a un parti qui est effectivement... Moi, personnellement... C'est l'Alliance des démocrates. C'est ça, l'Alliance des démocrates. Ils ont fait un seul siège. Mais moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux boycotter. Il vaut mieux boycotter dans le sens où ça permet de démontrer à la communauté internationale, d'une part, mais aussi aux acteurs locaux, que ce qui est en train de se mettre en place, nous le contestons. Et je pense que c'est le rôle du parti d'opposition de le mettre en place. Mais certains vous répondront, quand on boycotte, le pays continue d'évoluer quand même. Hein, justement, en fait, et je crois que c'est ce constat-là que je dois aussi faire. Je pense que dans un pays, lorsqu'on est responsable politique, on ne doit pas penser uniquement en fait aux intérêts de son propre parti, mais aussi il faut voir l'avenir du pays. Donc pour moi, pratiquer la politique de la chaise vide, ça ne résout
rien. Ça ne résout rien parce que si un parti politique doit exister dans un État, il faut toujours aller aux élections. Combien même si on obtient ce siège, quand même aussi. C'est ça le problème. Oui, mais même si on obtient un seul siège, oui. Mais pourquoi, si on veut boycotter les élections, si on se dit voilà que les nouveaux mécanismes constitutionnels qui ont été mis en place, d'accord, mis en place ne permettent pas aux partis politiques, aux autres partis politiques, de pouvoir s'exprimer et que l'on veut boycotter les élections, pourquoi ne pas pourquoi ne pas se désolidariser en fait de l'architecture constitutionnelle qui existe. Le cas, il y a eu des manifestations pour... oui, mais dans tous les cas, la Constitution, elle va s'appliquer. Mais sur le scrutin, moi, c'est ça le problème. Mais vous savez que le fait aussi de participer, de mettre en place la chaise vide, démontre aussi, c'est aussi un acte politique. L'acte politique, ce n'est pas seulement mais c'est un acte politique qui ne résout rien, en fait. Qui ne résout rien. Je pense que les débats doivent se faire dans... Mais est-ce qu'aussi, c'est peut-être la seule arme de l'opposition qui reste dans un... aussi. Enfin, visiblement, ça ne va rien. Non, en fait, il y a une expression qu'on connaît tous qui dit que les absents ont toujours tort et cela n'a jamais été aussi vrai en politique. En réalité, la politique de 16 vides ne résout absolument rien parce que là, on parle de sénatorial. Mais rappelons que le boycott de l'opposition n'a pas commencé là. Il y a eu les élections législatives avant. Et tout est lié. Tout est lié. Si jamais ils avaient participé aux législatives, peut-être qu'ils auraient eu des conseils régionaux, peut-être qu'ils auraient eu les élections régionales avant. Peut-être s'ils avaient participé aux élections régionales, peut-être qu'ils auraient eu des conseils régionaux qui leur ont permis de... Ils nous disent que le pays est bloqué. Non, en réalité, non. Parce qu'en fait, là où... Non, surtout, on est face à un régime qui est quand même... qui est totalement... qui n'entend pas, qui n'écoute pas l'opposition, en réalité, qui n'écoute pas les revendications de... Justement, donc comment... Donc, à quoi bon de boycotter si c'est pour mettre la pression, alors qu'ils n'entendent rien, en fait. Ça n'empêche pas le régime... si c'est pour ne servir à rien. Non, je pense que... Non, rappelons, il y a quelques partis qui ont obtenu des sièges, même si ce n'est pas un certain niveau. Oui, mais ce n'est pas des partis qui sont très implantés, c'est pas des petits partis. Le premier parti d'opposition qui a participé. Non, le premier parti en termes de quoi? Le parti, ils sont divisés par qui? Au Togo, quand on parle de l'opposition, tout le monde pense à Jean-Pierre Fabre. C'est une figure de l'opposition qui est là depuis très longtemps. Madame Kafoué Adjamobo Johnson, elle est aussi influente, qui dirige la dynamique pour la majorité du peuple. Ils auraient pu au moins avoir quelques sièges qui leur permettent. Je vous donne un exemple. Au Bénin. Au Bénin, suite au nouveau code électoral, les conditions pour être candidat ont été durcies sous Patrice Talon. C'est ce qui a fait qu'il a une majorité. Mais les nouveaux partis de Boni Yayi, les démocrates, ils ont quand même participé. Aujourd'hui, ils ont une certaine parole qu'ils peuvent tenir dans l'Assemblée et qui leur ont permis. D'ailleurs, il y a une révision du code électoral qui est en cours. Donc c'est pour dire qu'en réalité, boycotter, ça ne sert à rien, surtout face à un régime qui n'écoute pas. Frédéric Tchogui. Oui, non, moi je suis totalement contre ce qui se dit ici parce que le fait de boycotter, c'est aussi un acte politique. Lorsque vous êtes dans un hémicycle, en réalité, vous avez 1 ou 2 députés contre une soixantaine de l'autre côté. Premièrement, lorsqu'il y a vous le savez mieux que moi, lorsqu'il y aura des projets, des propositions de loi faites par l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas écoutés. Et on se rend compte que depuis un certain temps, parce qu'on peut analyser la situation, si jamais il y a une opposition, admettons, qui ne gagne pas les élections, parce qu'elles sont de manière tout de suite. Mais là, on se rend compte qu'il y a un historique qui démontre que le régime en place s'est totalement accaparé le pouvoir et que l'opposition n'a pas de voix. Donc moi, personnellement, je trouve plus lucide et une meilleure direction de boycotter, de démontrer que vous voyez ce simulacre en réalité de démocratie qui est en train de se passer ne correspond pas du tout à nos valeurs et le fait d'y participer n'y changera rien. Donc, mais s'il vous plaît, pour aller un peu plus vite, les envoyés spéciaux des médias étrangers n'ont pas obtenu d'accréditation pour couvrir ces élections. Le symbole de ça. C'est un constat toujours qu'on a l'habitude de faire en Afrique. C'est quoi le message à travers cette mesure selon vous, messieurs? Sans langue de bois, soyez clairs. Le message, c'est quoi? Peut-être, sans langue de bois, peut-être on essaie d'éviter la manipulation médiatique. Manipulation médiatique? Oui, c'est aussi... c'est aussi... L'insulte à la fonction journalistique. Non,
Pas du tout, parce qu'en général, quand les médias internationaux arrivent en Afrique, ils ont déjà une ligne éditoriale qui vient généralement pour jeter le discrédit sur les processus électoraux. Généralement, c'est ça. Mais bon, ce n'est pas de là. Je ne suis pas en train de légitimer le fait qu'il n'y ait pas des observateurs. Une restriction quand même, la liberté de la presse, c'est le quatrième contre-pouvoir, comme on dit dans le jargon. Oui, non, je ne suis pas en train de légitimer le fait qu'il y ait des restrictions à cette liberté, mais c'est un constat. C'est un constat qu'on a Et donc vous comprenez cette décision l'habitude de faire. Comprendre, je ne pense pas. Vous ne la partagez pas aussi? Je pense que mon avis reste mitigé sur ce point. Je reste dubitatif sur ce point. Je ne peux pas trancher, mais il faut voir les choses des deux côtés. Radical. Allez, dis-moi, Frédéric le radical. Lorsqu'un État se permet d'interdire à la communauté internationale, les médias internationaux, de venir couvrir des élections, c'est parce que derrière, il y a forcément des malversations, il y a forcément de la manipulation de la part du parti au pouvoir. Moi, je suis stricto sensu dessus. C'est-à-dire que nous sommes dans si nous avons vraiment un processus démocratique, libéral, ouvert, il n'y a pas de raison que les médias extérieurs ne puissent pas venir porter leur regard. Et après, peut-être, s'il y a de la part de ces médias internationaux des articles qui vont à l'encontre de ce qui s'est réellement fait, là, le parti au pouvoir peut répondre. Enfin, pas le parti au pouvoir. En tout cas, les autorités. C'est pas encore le parti. Les autorités, bon, vous savez comment ça se passe chez nous, mais les autorités peuvent répondre. Là, on est dans une situation où, déjà, à la base, ils n'ont pas voulu. Et on regarde la situation du Togo depuis une vingtaine d'années. On peut se poser des questions sur le bien fondé de cette Mais ça aussi, pour rebondir, il ne faut pas oublier que les périodes électorales, surtout en Afrique, sont des périodes qui peuvent déboucher souvent sur des questions d'insécurité, etc. Et donc, la présence parfois des médias internationaux, là je le dis encore, avec leur ligne éditoriale, qui est très souvent connue, peut entraîner des contestations, voire ce qui justifie la restriction de la liberté de la presse. Les autorités politiques ou administratives, en tant que garants de l'ordre public, doivent, à mon sens, prendre des mesures pour pouvoir prévenir aux atteintes à l'ordre. Sur cette question, moi, en principe, le fait d'avoir des observateurs internationaux, pourquoi pas. Mais je voudrais quand même qu'on sorte du schéma, à savoir que les élections ne sont crédibles que lorsqu'elles sont scrutées par des observateurs internationaux. Parce que c'est comme si nous, les médias, c'est pour apporter l'information. Oui, mais je veux dire, il ne faudrait pas que nous nous enfermions dans cette doctrine qui veut que les élections... Non, on ne cache rien. Mais les élections ne sont crédibles que lorsqu'elles sont scrutées par les médias internationaux. Je ne pense pas forcément. Mais non, on n'a pas dit ça. Mais parce que là, sous la question, ce qu'on entend, la question sous-jacente, c'est... Ah ouais? Bon, on a interdit les médias internationaux, donc d'office, les élections ne sont pas crédibles. Non. Oui, d'une certaine manière, on voit que dans certains régimes, et c'est certainement le cas au Togo, le fait de ne pas autoriser des observateurs internationaux, ça peut effectivement vouloir casser une certaine crédibilité dans les processus électoraux. Mais de manière générale, mon propos, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les élections ne sont pas scrutées par des médiateurs internationaux, des observateurs internationaux, que ces élections ne sont pas crédibles. Alors, on se dirige maintenant avec ces élections vers la 5e République. Ce n'est pas la 5e République française du général de Gaulle, c'est la 5e République de Faure Gnassingbé. Chacun sa 5e République. Bon, allez, on va essayer de revenir un peu sur ce sujet. Cette nouvelle constitution est critiquée par l'opposition et la société civile qui voit, je cite, un moyen pour Faure Gnassingbé de se maintenir indéfiniment au pouvoir, tandis que l'ancienne constitution, comme l'évoquait, ne lui permettait pas de briguer un nouveau mandat présidentiel. On va écouter Christian Trimois, le secrétaire général du gouvernement, qui était reçu par Babylas Botton à Lomé. Il justifiait au fait cette réforme et on va réagir par la suite. Dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la constitution défunte? Alors si je vous le dis en une phrase, c'était une constitution belliqueuse et en permanence chrysogène. Même si on vous dit que le parti majoritaire en 92 avait appelé à voter, que cette constitution a été votée à 98%, je vous rappelle que celle de la 3e République, qui a fait l'objet du coup d'État du 16 juillet 1991, on oublie souvent cela, avait été votée également à peu près à la même proportion. C'est publié au journal officiel, c'est sur le site, c'est sur Internet. Ceux qui l'avaient adoubé, eux-mêmes, 94, la constitution de 92, en 94, première crise que nous avions eue. 2 ans après son adoption. En 2002, grande réforme qui a donné donc la tendance présidentielle de ce régime. Et nous n'avons cessé d'avoir des crises. Je vous donne un dernier exemple, vous allez voir, vous allez comprendre pour résumer. S'il vous plaît. Regardez,
2018, si nous prenons simplement 2018 à 2025, puisque nous avons les municipales en 2025, ça fait 7 ans. En 7 ans, sous cette constitution, nous aurions fait 7 élections. C'est-à-dire en moyenne une élection par an. À quel moment on se concentre pour développer notre pays si tous les ans, quasiment, nous sommes en tension électorale? Oui, et donc, l'un des avantages fondamentaux de la réforme actuelle, c'est d'abord de rationaliser les scrutins, tout ce qui est électoral, et de dégager du temps. Rationaliser le scrutin et dégager le temps. Qui se lance, messieurs? Alors, moi, je crois que fondamentalement, le but premier de cette nouvelle constitution, c'est de permettre au président sortant de conserver son pouvoir. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui change dans le fonctionnement du Togo? C'est simplement, on quitte d'une présidence de la République, enfin, on crée un nouveau poste qu'on appelle le président du Conseil des ministres, dont le mandat est illimité. Et qui fait que du président de la République simplement un rôle symbolique, donc un régime parlementaire. Mais sauf que le propre, normalement, du régime parlementaire, c'est lorsqu'il y a une vraie compétition électorale, ça permet à l'ensemble des partis qui sont bien implantés de pouvoir participer à la gestion du pays. C'est le cas notamment en Allemagne, par exemple, où vous avez, c'est très rare qu'un seul parti obtienne la majorité et donc ils sont obligés de composer des coalitions pour pouvoir diriger. Mais dans le cas d'espèce, au Togo, c'est certainement le seul parti. Il y a un régime parlementaire aussi en Grande-Bretagne où il n'y a pas forcément de coalition. Hein. On sait oui, mais je veux dire, en principe, c'est ça. Mais là, ce qui va se passer, c'est que le seul parti qui va conserver tous les pouvoirs et qui va unir, et d'ailleurs, pour le coup, il porte bien son nom, le parti unir va unir tous les pouvoirs. On se tourne vers le docteur pour mieux comprendre cette 5e République. Vers quoi se dirige le pays au niveau institutionnel aujourd'hui? Alors d'abord... vous voulez réagir au propos du secrétaire général? Pour réagir à ces propos, il faut d'abord noter une chose, et c'est encore là un constat général là, en Afrique, que Sa Majesté la Constitution, hein, qui autrefois était déifiée, érigée au rang des normes suprêmes, a aujourd'hui perdu toute sa valeur en fait en Afrique, dans la mesure où la Constitution est manipulée, instrumentalisée à des fins politiques, à des fins de captation. Réforme qui est intervenue à quelques mois de l'élection législative aussi. Hein. Voilà, donc à des fins de captation de pouvoir, et la Constitution togolaise, qui est une constitution purement politique, hein, ça il faut le dire, c'est une constitution purement politique. Déjà, rien qu'à avoir la structure, hein, la structure de cette constitution, on voit qu'il était juste question ici de régler l'organisation en fait des pouvoirs et d'instaurer un nouveau régime. Pour ce qui concerne la question des droits, des libertés fondamentales, etc., c'est érigé en annexe de pas la priorité de cette constitution, donc c'est pas la priorité. La priorité, c'est donc la logique de captation de pouvoir. Et qu'est-ce qui change concrètement? Ce qui change, c'est le régime qui a... Donc régime parlementaire, c'est ça comme Brahima disait? Bon, c'est un régime qui est purement parlementaire, mais je vais encore aller plus loin. C'est un parlementarisme absolu. Et je peux encore aller plus loin, c'est un régime d'assemblée. Parce que, oui, c'est un régime d'assemblée. Lorsqu'on voit la constitution de ces institutions, on voit que l'Assemblée nationale détient la totalité quasiment des pouvoirs, puisque ça instaure un parlement, un parlement bicaméral, mais un bicamérisme en fait inégalitaire, tout simplement, au profit de l'Assemblée nationale. Et le président du Conseil des ministres, le président de la République, tire sa légitimité du Parlement. C'est un peu comme la 3e République française, quoi. À peu près. La 4e République, on va dire ça. Okay. Voilà, on va dire ça. Et ça instaure donc un parlementarisme absolu, à domination parlementaire, notamment l'Assemblée nationale, et aussi du Conseil. Et le président du Conseil, parce que Frédéric parlait tout à l'heure de pouvoir, la perte de pouvoir du président de la République. Quel sera vraiment le rôle du nouveau président du Conseil? Est-ce qu'il sera l'homme fort du pays désormais? Il sera forcément l'homme fort du pays, puisqu'il tire sa légitimité de l'Assemblée nationale, qui elle-même... Mais il n'est pas élu. Il n'est pas confronté au suffrage universel. C'est surtout ça c'est surtout ça le problème, alors même qu'il exerce les attributs présidentiels, mais il n'est pas élu, mais il est issu d'une majorité parlementaire, notamment à l'Assemblée nationale, qui est légitime, la majorité. Donc lui légitime. Oui, donc il est légitime indirectement.
Voilà. Et c'est d'ailleurs même ce qui est en France, on a connu ce cas avec le général de Gaulle, ce qui a même conduit à la révision de la Constitution en 1962. Enfin, ici, le président choisit le Premier ministre en fonction de la coloration politique. Oui. Mais je crois que dans la Constitution togolaise, c'est le chef du parti. C'est le chef du parti majoritaire qui, lui... même s'il ne passe pas devant le peuple. D'une certaine manière, il passe devant le peuple parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont votés. C'est un scrutin, en fait. Je dis ça parce que, regardez, on va écouter l'un des opposants les plus importants au Togo. Il disait quelque chose d'assez fort et on revient aussi. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui vous gêne dans la nouvelle Constitution? Est-ce que c'est la méthode qui vous dérange ou bien le fait que l'on passe à un régime parlementaire? Qu'est-ce qui vous dérange? Il y a tout. Il y a tout. C'est un amalgame c'est brouillon. Tout ça là, c'est inacceptable. Vous pouvez imaginer qu'un chef d'État qui a gouverné le pays pendant 20 ans bientôt, dise qu'on lui fabrique une constitution, lui ne passera plus devant le suffrage populaire. Il ne va même plus subir des élections. Il n'ira plus devant les électeurs pour se faire élire. Même s'il veut être le président du Conseil des ministres, il dit non. Ça là, parce que dans d'autres pays, lorsqu'on parle de parlementarisme, le Premier ministre est un élu. Il va devant les peuples. On l'élit d'abord avant de faire de lui le Premier ministre. Mais lui, il dit non, je me cache derrière mon parti. Dès que mon parti gagne, ce parti déclare que je deviens président. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette bizarrerie? Dans quel pays on a fait ça? On a fait le parlementarisme de cette manière-là? Non. Frédéric Tchoungé. En réalité, je pense que le gros problème au niveau de la Constitution, la nouvelle Constitution au Togo, ce n'est même pas une question de bicaméralisme, parce qu'on le voit en réalité, le Sénat, je pense que le Sénat, ce n'est qu'une émanation en réalité pour permettre à des pontes du système d'avoir une place dans cette Assemblée nationale. Le réel problème aujourd'hui, c'est le flou, comme il a évoqué. Le flou en réalité du nouveau poste du président de la République et aussi la capacité qu'aura le Premier ministre élu à diriger. C'est ça le problème. Est-ce qu'on sera dans un cas, par exemple, comme au Sénégal, où il y aura vraiment... Oui, ça c'est intéressant, mais il dit quelque chose d'assez fort. Est-ce que le président du Conseil sera obligé de passer devant le suffrage universel? C'est l'une des plus grandes craintes aujourd'hui. Et vous l'avez évoqué dans vos propos en disant que le président, enfin c'est le président Faure Gnassingbé qui se présente aujourd'hui pour être le président du Conseil. Est-ce qu'aujourd'hui il sera soustrait, dispensé d'élections? D'après les informations que nous avons, lorsqu'on regarde cette constitution, effectivement, il ne passera plus devant le peuple. C'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière président à vie. Du Togo, d'une certaine manière. Maintenant, la question, c'est de savoir quel sera son pouvoir, quelle sera la cohabitation avec le Premier ministre, qui va réellement diriger le pays. Avec le président. Le président du Conseil, peu importe comment on va l'appeler. Mais quelle sera aujourd'hui la fonction de M. Faure Gnassingbé concrètement? Il sera juste là ou il sera présent? C'est déterminé déjà par la nouvelle Constitution. Elle nous dit quoi? Le président aura une fonction qui est juste symbolique. C'est un peu le René Coty, quoi. C'est le cas dans des régimes... Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans les démocraties parlementaires, ça veut dire que lui va conserver ce nous appelons en droit constitutionnel le domaine réservé, c'est-à-dire toutes les questions liées à la diplomatie. Et là encore, je pense uniquement. Et c'est déterminé dans la le cadre seulement de la représentation, hein, je pense pas qu'il y ait des... Voilà, uniquement dans ce cas-là. Si vous même parlez de domaine réservé, il n'a pas de vrai pouvoir dessus. Oui, moi, je trouve que le mot est assez fort. Je ne sais pas que vous en pensez. Si, il a un vrai pouvoir. Le président de la République en termes de diplomatie, en termes de relations, d'accréditer les ambassadeurs, etc. Oui, en fait, pour réagir aux propos de l'opposant, je pense qu'il fait un peu d'amalgame quand même. Parce qu'en réalité, il y a une nuance qu'il faut apporter. Vous êtes très foriste. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que dans la première... Pour la première élection du président du Conseil des ministres, effectivement, on peut estimer qu'il n'est pas passé devant le peuple, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé aux élections. Là, c'est valable uniquement pour la première élection du président du Conseil des ministres qui va arriver très prochainement, certainement au mois d'avril. Ouais. Mais par contre, pour les échéances à venir, forcément, parce qu'on dit quoi? Le président du Conseil des ministres est le président du parti majoritaire à l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va aux élections, vous allez voir forcément, il y a un chef de parti qui porte le parti, qui porte le projet du parti et qui participe aux élections. Et si suite aux élections, le parti qui arrive en majorité à l'Assemblée, dont le chef est désigné comme président du Conseil des ministres. Donc d'une certaine manière, oui, il va passer devant le peuple.
pendant les élections législatives en portant les projets de son parti. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, il va pas faire universel indirect. Dans la première partie, oui, parce que là, cette fois-ci, ça ne va pas être le cas, mais pour les essences à venir, forcément, il va passer devant le peuple. Donc c'est une certaine extrapolation. Moi, je pense qu'on doit se poser la question sur le rôle de Fonia Sembe. Maintenant, par rapport aux prérogatives, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est comme si, en l'état actuel, le pouvoir du président de la République seront conférés au président du Conseil des ministres. Donc, ce qui fait que ce n'est un secret pour personne, c'est le prochain président du Conseil des ministres. Attendez, donc maintenant, ce qu'on est en train de faire comprendre, c'est que ce n'est plus M. Fonia Sembe qui va se retrouver devant le peuple, mais ce président du Conseil. Donc, ça veut dire quoi? Donc, M. Fonia Sembe devient quoi réellement? Il va être président du Conseil des ministres. Il va être président du Conseil des ministres. Dans tous les cas, que ce soit le président. Non, ça n'existe plus en fait. Le suffrage universel direct est supprimé dans cette constitution. Très bien. Donc, que ce soit le président du Conseil. C'est assez fort ce que vous dites, parce que Maître Akpivon nous disait que c'est quand même les élus qui nous représentent ne passent pas devant le peuple. Je pense que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Alors, parce que je pense qu'il y a une logique, il y a une crise de légitimité de la fonction présidentielle aujourd'hui au Togo. Qui s'explique par cette réforme. Exactement. Et le président sait. Il sait que s'il passe par la voie, s'il passe déjà par la voie, par le suffrage universel direct, il n'aura peut-être pas l'adhésion du peuple, ce qui pourrait susciter des contestations pour surtout les élections. Moi, je pense que c'est peut-être par rapport à la communauté internationale qui fait cela. Et surtout pour terminer, ce qui m'étonne, c'est déjà même la procédure, même la méthode qui a été utilisée pour l'adoption de cette constitution. Carlyle, quand on adopte une nouvelle constitution, qu'est-ce qu'on met en place? Un pouvoir constituant originaire, d'accord? C'est-à-dire qu'une assemblée constituante va être élue pour rédiger le nouveau texte et ensuite soumettre le texte au référendum. Ça s'appelle le procédé démocratique. Mais là c'est dans le cadre d'une révision, non ou pas? C'est pas une révision. Ça c'était un changement totalement. Et c'est passé par voie parlementaire. Donc c'était un coup d'État. Les députés dont le mandat a été prorogé. C'était un coup d'État constitutionnel qu'on a. Coup d'État constitutionnel. Qu'on a vécu. Pourtant vous avalisez cette réforme quand même, j'ai l'impression. Non, j'avalise la réforme. Vous êtes parlementariste. Mais je suis contre. Oui, je suis contre. Parce que pour moi, le régime parlementaire vient en quelque sorte limiter un peu les dérives présidentielles, etc. Mais bon, là n'est pas le débat. Mais je suis contre la procédure qui a été utilisée pour l'adoption de la Constitution. Mais dans tous les cas, elle est déjà là. Il faut faire avec. C'était une réforme nécessaire pour Fonia Sembe Brahima aujourd'hui, sur la scène internationale, comme Frédéric Tchongi l'évoquait, histoire de se dire, non, on fait des élections, on est tranquille. Oui, c'était nécessaire pour lui simplement dans le sens de conserver le pouvoir. C'est-à-dire que là, il va se prévaloir de dire que bon, on reste toujours démocratique, il y a les élections, tout ça, mais au fond, parce que comme il disait, Ben, c'est-à-dire qu'en sens de constitution, lorsqu'on constate qu'il y a un certain blocage politique, des gestions de l'État, tout ça. Pas de blocage politique. C'est qu'il n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait juste un blocage institutionnel. Enfin, le secrétaire général du gouvernement parle de rationalisation un peu des élections, des dépenses. Oui. Ça s'explique aussi ou pas? Oui, non, mais bon, ça... Je vois Frédéric Tchongi. La mise en place d'une deuxième chambre. C'est budgétivore déjà. Voilà, donc c'est pas... Exactement. Donc non, je pense que le but, en réalité, c'est juste pour conserver le pouvoir, en fait. Dernière question. Ici, on avait fait un débat sur est-ce que le Togo pourrait rentrer dans l'AES. Je vous avais posé cette question-là. Est-ce que cette idée d'entrer dans l'AES n'était pas un peu une phase de la part du président pour détourner un peu des réalités quotidiennes? Je repose ma question encore aujourd'hui puisqu'on parle du Togo. J'avais même posé à Frédéric Tchongi qu'il avait esquivé. Allez. Alors, oui, dans le sens où lorsqu'on écoute, lorsqu'on regarde les différents médias, effectivement, on voit que le Togo, on voit de plus en plus d'articles qui vont dans ce sens que le Togo souhaite rejoindre l'AES. Maintenant, d'un point de vue du fonctionnement, je ne pense pas. Parce qu'on se rend compte que l'AES ont totalement un mode de fonctionnement différent. Mais c'est aussi l'intérêt de cette... Non, moi personnellement, je ne pense politique, pas. Il n'y a pas d'intérêt politique derrière. Dans un sens politique de la gestion d'un pays, le Togo et l'AES ont une vision diamétralement opposée de ce qui sont leurs différents codes. Donc à ce niveau-là, moi je ne pense pas qu'il y ait une connivence. Maintenant, d'un point de vue économique, pourquoi pas? Moi, je pense que déjà, il faut rappeler que le président Fonia Sembe était réticent avec la CEDEAO à l'idée de vouloir imposer des sanctions aux autorités de transition dans les trois pays. Donc oui, aujourd'hui, dire que le Togo pourrait se rapprocher de l'AES, je pense que
ouais, ça peut être le cas. Il n'y a pas d'intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt politicien derrière cette annonce? Oui, il y a un intérêt politicien, il y a un intérêt économique. Un intérêt politicien quand on sait que le pays de l'AES s'inscrive quand même dans une certaine logique de souveraineté et tout ça qui peut permettre à Faure-Gnassingbé de se réinventer d'une certaine manière auprès de l'opinion publique africaine. Économique, quand on sait que les relations entre le pays de l'AES et d'autres pays côtiers comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ne sont pas au beau fixe. Donc le Togo peut être une sorte de relais qui permettra à ces pays de transiter par le port de Lomé. Ça peut s'expliquer. Et pour terminer, un intérêt politique aussi, c'est qu'aujourd'hui, on constate quand même que le Togo, enfin le président Faure a tous les leviers politiques pour pouvoir faire une éventuelle adhésion à l'AES, d'autant plus qu'il contrôle tous les organes du pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos analyses. Merci à Romain Clicquot demain à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.